Alors d'abord, première question, immigrants, immigrés, le casse-tête c'était de cette émission. Mais il y a déjà un spectateur, un téléspectateur qui envoie ce message, migrants, immigrants, immigrés, demandeurs d'asile, etc. Aidez-moi, je ne comprends plus rien. Un peu de vocabulaire d'abord, Patrick Veil. Alors, immigrants, migrants, immigrés, c'est l'idée quand même de franchir une frontière étrangère. Par exemple, Paris a connu des migrants venant de Corse, d'Auvergne, qui venaient chercher du travail dans le capital du pays. Mais ils venaient aussi de Guadeloupe, de Martinique, de la Réunion ou d'Algérie avant l'indépendance, parce que l'Algérie était la France depuis 1848. C'était des migrants. Aujourd'hui, on les considère parfois toujours un peu comme des immigrés. C'est là d'ailleurs un des problèmes que nous avons. Et puis ensuite, demandeurs d'asile, c'est des gens qui migrent, mais pour des raisons, parce qu'ils fuient une persécution. Ils ne viennent pas pour des raisons économiques, ils ne viennent pas parce qu'ils veulent rejoindre une famille, ils fuient la peur d'être persécutés et ils demandent l'asile là où ils peuvent et parfois en France. Oui, François Gémen. Dans le migrant, il y a la notion de passage, de traversée. Dans l'immigré, il y a il y a la notion de s'installer. Tout à fait. Je pense qu'il est très important d'effectivement bien faire la distinction entre les différents termes. À la fois parce que cela renvoie à des situations très différentes dans le chef de celui qui migre. Est-ce que l'on fuit une persécution ou est-ce qu'on espère une vie meilleure? Mais aussi, ça traduit notre regard sur ces personnes. Par exemple, quand on parle de migrants du sud vers le nord, on parlera d'immigrés. Par contre, quand on parlera de migrants du nord vers le sud, on parlera plus volontiers d'expatriés. Quand on est un citoyen européen et qu'on migre dans un autre pays, on s'expatrie, on n'immigre pas. Tandis que c'est l'inverse quand c'est un migrant qui vient du Sud. Et donc, ces différences de vocabulaire traduisent à la fois des regards différents sur ces personnes, mais aussi des situations, et parfois des situations juridiques, extrêmement différentes. Et par exemple, on parle très volontiers d'immigration clandestine, ou d'immigration criminelle même parfois, alors qu'en réalité, ce sont des personnes qui se trouvent en situation irrégulière. Donc parler d'immigration clandestine ou parler d'immigration criminelle, ça veut dire quelque chose par rapport au jugement que nous portons sur cette immigration également. D'accord. Donc, vous le disiez, hein, un Français en Algérie, ce sera un expatrié, alors qu'un Algérien en France, ce sera un immigré. Voilà. Alors que finalement, la situation... Ou même à l'intérieur des frontières d'un pays, on va déménager au nord, on va migrer au sud. Alors, migrants et immigrés, quand même, les migrants, on les voit, beaucoup... veulent aller en Europe, fuient quelque chose, etc. Est-ce qu'on a des chiffres sur les migrants et les immigrés? Quels sont les chiffres qui circulent? Combien y a-t-il d'abord? Est-ce qu'on connaît les chiffres sur le nombre d'immigrés en 2014? Mais on a des chiffres. Alors, mais là, il y a une responsabilité très grave de l'Union européenne qui, depuis 2007, nous force à gonfler les chiffres de l'immigration dans tous les pays de l'Europe. Nous sommes la seule région du monde à déclarer officiellement comme immigrés des étudiants qui ne restent que 1 ou 2 ans. Les États-Unis ne comptent leurs étudiants que lorsqu'ils trouvent un travail ou lorsqu'ils se marient et qu'ils s'installent. Sur le nombre d'immigrés, soyons concrets, il y a 200 000 immigrés, 200 000, il y a combien y compris en 2014 en France? Y compris 60 000 étudiants. Donc 60 000 étudiants. Donc on ne comptait pas il y a 10 ans et aujourd'hui on les compte. Donc ça donne l'impression à tous les pays d'Europe dont on se plaint qu'ils ne sont pas très accueillants, etc., les populations, eh bien l'Union européenne a donné cette directive qui est absurde, qui gonfle les chiffres réels de la migration puisque ces étudiants repartent. Disons qu'on applique les règles des Nations Unies qui considèrent qu'on est migrant. Les règles des Nations Unies qui ne s'appliquent pas ni dans les... Qui s'appliquent dans d'accord. Mais là, on parle d'immigrés légaux. Alors ensuite, il y a les clandestins. On ne peut pas les compter puisqu'ils sont clandestins. Est-ce qu'on a des chiffres, des hypothèses, des fourchettes de chiffres? Donc 200 000 immigrés légaux, enfin immigration légale, dont 60 000 étudiants. Je crois que la première source, pour être tout à fait précise, c'est le regroupement familial. Non, parmi les 200 000. Absolument pas. Non, alors la première source de l'immigration légale étudiants, c'est les conjoints de Français. Le regroupement familial, c'est les familles de travailleurs étrangers, donc avec les enfants, c'est actuellement moins de 15 000 personnes. D'accord. Donc en tous les cas, c'est familial, la première source. Oui. Et la deuxième, c'est les conjoints de Français. 200 000 immigrés légaux. Est-ce qu'on a une idée du nombre de clandestins qui rentrent chaque année en France et qui restent? En France, certainement beaucoup moins qu'ailleurs. Les chiffres les plus spectaculaires concernent l'Allemagne, désormais l'Italie et la Grèce, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Les
En France, les clandestins, je ne connais pas le chiffre exact. Par définition. Mais c'est quoi? C'est plutôt en centaines de milliers ou en dizaines de milliers que ça se compte? Plutôt en dizaines de milliers, n'est-ce pas? D'accord. Bon, d'accord. Et la France est le pays qui expulse le plus, qui aide le plus au retour des immigrés clandestins détectés. D'accord. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Union européenne, au XIXe siècle, les pays d'Europe, au XIXe siècle, et à la première moitié du XXe siècle, ont été des pays d'émigration. On pense à l'Irlande, on pense au Royaume-Uni, on pense aux Polonais qui sont partis aux États-Unis. Et depuis la deuxième moitié du XXe siècle, c'est un pays d'immigration. C'est le premier continent pour l'immigration. Parce que l'Europe est un aimant. On y vit bien, on y est protégé. C'est un état de droit absolument exemplaire. Et socialement, selon les régimes, en général, c'est bien supérieur à tout ce qu'on peut trouver n'importe où au monde. Peut-on dire qu'aujourd'hui, nous sommes débordés, ou en tous les cas, face à un afflux croissant? Il y a, selon Eurostat, 47 millions d'étrangers au sein de l'Union européenne. Là-dessus, il faut enlever immédiatement les 16 millions d'un autre pays de l'Union européenne. Donc on est aux alentours de 30, 32, 33 millions d'étrangers. Sur une population de 500 millions. Sur une population de 510 millions aujourd'hui. Donc si vous voulez, ce sont des proportions qui sont à peu près stables, malgré la situation actuelle, qui s'explique par les conflits autour de l'Union européenne et qui viennent s'ajouter à une immigration économique, d'ailleurs de mieux en mieux maîtrisée par ailleurs. Mais le nombre de migrants, dont la plupart sont des clandestins, puisqu'il n'y a que on va y revenir là-dessus, a quand même fortement augmenté ces dernières années. Enfin, on n'a pas inventé tous ces sujets qui font la une de la télévision en ce moment. C'est le conflit en Syrie, c'est l'instabilité en Libye, ce sont l'Afghanistan, l'Érythrée, des situations qui ont débordé ponctuellement, avec des chiffres très spectaculaires, la Méditerranée qui reste le premier point d'entrée de l'immigration irrégulière, disons-le, pour fuir la situation de l'Érythrée, qui est une dictature, ou de la Syrie, où il y a plusieurs millions de réfugiés. Je rappelle qu'en Turquie, il y a plus de 2 millions de réfugiés. Chez nous, je crois que dans toute l'Union européenne, c'est 122 000. Céline Berthon, est-ce que l'immigration, c'est devenu un vrai travail pour la police? Enfin, c'était quelque chose qui, il y a 20 ans, vous le contrôliez assez peu, et qu'aujourd'hui, c'est une part importante du travail des policiers contre l'immigration. Ça a toujours, la lutte contre l'immigration irrégulière et la lutte contre les réseaux, notamment les passeurs, on en parlera tout à l'heure, ont toujours figuré parmi les objectifs de la police nationale. Mais c'est vrai qu'on est confronté depuis maintenant plusieurs mois à une pression tout à fait exponentielle qui est liée effectivement à ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée, avec des barrières qui se sont clairement ouvertes, puisque les pays qui avaient jusqu'à présent plutôt pour tendance de retenir les gens qui avaient vocation à partir n'assurent plus n'empêche plus les départs, et donc ça se retrouve effectivement en Europe. Là, la France n'est pas le seul pays concerné. C'était intéressant, je trouve, ce débat sur les mots exacts, parce qu'il y a une chose qui est certaine, on le voit, nous, avec le prisme notamment médiatique très fort de ces derniers mois, mais il faut se souvenir que la France, je crois, n'est pas nécessairement le pays de destination de tous ces migrants dont on parle. Bien souvent, la France n'est qu'un pays de passage. C'est l'Angleterre qui est parmi les cibles, c'est l'Allemagne, c'est, je crois, la Hollande aussi, et c'est vrai qu'on voit quand même pour autant passer beaucoup de monde sur le territoire national, et de ce fait, il y a une pression migratoire exponentielle, et c'est devenu une des priorités actuelles du ministère de l'Intérieur. Quand on voyait tous ces policiers à Vintimille, on a l'impression qu'on le dit débrouillez-vous, jouez au chat à la souris, que c'est assez difficile pour vous, n'avez pas de directive claire sur comment... Des directives, on en a. La difficulté, c'est que la masse est telle et le flux est tel qu'on a l'impression parfois de se battre avec une petite cuillère, mais pour autant... Des directives, on en a, et je peux vous garantir que la mobilisation des policiers est considérable. Alors, les députés examinent depuis hier le projet de loi sur le droit des étrangers qui est porté par le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Le gouvernement affiche 2 priorités. 1, mieux accueillir les immigrés en situation régulière, mais aussi mieux lutter contre les clandestins et les trafiquants. C'est un sujet de Marie-Charlotte Duluc, Stéphanie Gillon, Wan Nguyen et Yvan Vastio. Sur la question de la politique migratoire, sur la question de l'immigration, la raison l'emporte sur toute autre considération. Que nous puissions, quelle que soit la sensibilité qui préside à nos prises de position, éviter les outrances, les amalgames, les contre-vérités. Un appel à l'apaisement sur un sujet sensible, pourtant examiné en procédure accélérée.
Depuis lundi soir, les députés planchent sur le projet de loi relatif aux droits des étrangers. L'objectif est double, lutter plus fermement contre les étrangers arrivés illégalement sur le territoire et favoriser l'accueil de ceux qui sont en situation régulière. Des heures d'attente et des passages répétés devant les préfectures, c'est devenu le quotidien des 700 000 étrangers en situation régulière qui doivent faire renouveler chaque année leur carte de résident. En France depuis 6 ans, cette ingénieure égyptienne en est à sa 5e demande. Aujourd'hui, moi je suis en stage et j'ai dû poser une journée pour venir faire mes démarches, sachant qu'il ne suffit pas de venir une fois, on est obligé de venir plusieurs fois, c'est du temps perdu. Pour éviter cet interminable parcours administratif, le gouvernement souhaite mettre en place une carte pluriannuelle de résidents. Après un premier titre de séjour d'1 an, une carte valable entre 2 et 4 ans serait délivrée aux étrangers. La situation aujourd'hui de notre droit ne permet pas à l'étranger de se porter vers l'avenir. Comment vous voulez qu'un étranger s'intègre dans un pays qui lui dit quasiment, enfin tous les ans, vous pourriez potentiellement recevoir un refus de titre dans notre séjour. Il n'est pas possible pour personne, évidemment pour l'étranger en particulier, de se mettre dans une démarche d'intégration. La carte de résident valable 10 ans serait aussi plus facile à obtenir pour les parents ou conjoints de citoyens français. L'immigration choisie n'est pas en reste. Le texte prévoit la mise en place d'un passeport talent pour attirer les chercheurs, les artistes et les sportifs. Des choix irresponsables pour les républicains, pour qui l'immigration d'aujourd'hui rime avant tout avec réduction. La France de 2015 a le droit de fixer une politique de diminution de l'immigration. Je propose que l'Assemblée nationale, chaque année, définisse le nombre d'étrangers admis à s'installer en France, c'est-à-dire un plafond d'immigration tenant compte de nos capacités, de nos besoins, tenant compte de l'intérêt national. Je propose aussi de revoir les conditions dans lesquelles les étrangers accèdent aux prestations sociales. Je pense qu'il y a certaines conditions de durée de résidence à redéfinir. Par exemple, il me semble que l'accès au logement social, qui est aujourd'hui possible au bout de 2 ans de présence légale en France, je pense que cet accès au logement social ne pourrait être possible demain qu'au bout de 5 ans. Autre volet de ce texte de loi, la lutte contre la fraude au titre de séjour et prestations sociales. Les préfets seront autorisés à consulter les données administratives des résidents, les comptes bancaires ou les factures d'énergie par exemple. Un climat de suspicion que dénoncent les associations de défense des droits des migrants. On va permettre aux préfets de pouvoir contrôler si les personnes étrangères qui auront bénéficié de ce titre pluriannuel respectent toujours les conditions pendant la durée du titre. Et nous, on trouve que c'est un problème parce que pour le coup, là, on est sur une logique de suspicion des personnes étrangères parce qu'on dit aux personnes étrangères, on vous délivre un titre parce qu'on considère que vous remplissez les conditions, mais on va quand même vérifier au fur et à mesure du titre que vous restez bien dans les clous. Dernier volet de la loi. Le gouvernement veut faciliter les reconduites à la frontière pour les débouter du droit d'asile grâce à des recours plus brefs. En contrepartie, certains étrangers en situation irrégulière pourraient être assignés à résidence plutôt qu'en centre de rétention. Le texte sera débattu jusqu'à jeudi à l'Assemblée pour arriver au Sénat cet automne et être adopté d'ici la fin de l'année. Alors, question Internet. La France a-t-elle besoin d'immigration ? Oui. Indéniablement. Elle en a besoin économiquement, parce que les immigrés, bien sûr, travaillent, payent des taxes. Elle en Dans a un besoin... pays qui compte 3,5 millions de chômeurs, économiquement, on a besoin de... Non, mais je vous pose la question. Tout à fait. Il y a certains secteurs de l'économie reposent quasiment entièrement sur une main-d'œuvre immigrée, qu'on songe à la construction, à la restauration ou à des secteurs de pointe comme l'ingénierie. On n'encourage pas là, pour la part de certains patrons, le travail illégal. Prenez un sans-papier, je vous paye 3 € de l'heure, parce que de toute façon, vous n'avez pas de papier et vous ne pouvez pas vous plaindre. Il est certain qu'aujourd'hui, le régime du droit des étrangers, du droit d'asile en France, encourage le travail au noir. Et il est certain que certains entrepreneurs y ont beaucoup à gagner. Oui. C'est une évidence. Par contre, l'immigration est nécessaire à la France, économiquement, mais aussi en termes de dynamisme social et pour les bénéfices culturels et de transformation de la société qu'elle apporte. On ne peut pas réduire les bénéfices de l'immigration à son seul apport économique. Donc l'immigration zéro qui est affichée par certains politiques, c'est
Donc peut-être pas possible, mais en plus ce serait néfaste pour le pays. C'est à la fois absurde et se tirer une balle dans le pied. D'accord. Patrick Weil. Je ne prends pas le problème comme cela. 50 000 Français choisissent un conjoint étranger. On va surveiller maintenant avec qui ils ont le droit de se marier avec qui ils veulent. C'est le plus gros morceau de l'immigration légale, le mariage. Quelques milliers de persécutés trouvent asile en France. Le droit d'asile est un des plus vieux principes républicains. On ne va pas supprimer le droit d'asile pour 15 000 personnes. Bon, et par ailleurs, il y a 15 à 20 000, parce que ce n'est pas beaucoup, le nombre de travailleurs étrangers à qui on donne un titre, c'est pour des métiers qualifiés. Si vous voulez vendre en Chine les produits français, il faut peut-être parler un peu chinois. C'est moins de 10%. Alors Patrick Weil, comment expliquez-vous que le mot immigration soit associé pour beaucoup de Français à problème? C'est parce qu'on est un petit peu xénophobe? Ou bien il y a un problème réel? Parce qu'on associe immigration à des compatriotes. À des compatriotes qui sont venus en France il y a parfois 50 ans, qui ont fait des enfants, etc., qui ne sont plus des immigrés. Parfois, on dit immigration pour parler d'un certain nombre de nos compatriotes qui ont une couleur de peau différente, qui appartiennent à des minorités, etc. Mais quand vous regardez les flux migratoires, ce qui a été dit tout à l'heure, les chiffres ne sont pas du tout importants. Ce projet de loi, je m'excuse, il apporte des choses positives, par exemple, que l'on puisse, pas tous les ans, parce que... Le fait que l'immigration soit connotée négativement, c'est pour essayer de comprendre. Selon vous, il y a un petit peu de racisme ou un petit peu de défaut d'intégration? C'est au fond le fait que ces compatriotes aient été mal intégrés qui fait qu'aujourd'hui, il y a un rejet du coup de l'immigration. Moi, ce que je dis dans ce livre que je viens de sortir, c'est que ces migrants qui nous sont venus de nos anciennes colonies, bien, à la différence des émigrés qui venaient d'Europe depuis le début du XXe siècle. Ceux qui venaient d'Italie, de Pologne, ils devaient apprendre le français, ils savaient qu'ils entraient dans un pays étranger, ils devaient apprendre la langue et les lois. Ceux qui venaient de Guadeloupe, de Martinique, de La Réunion, d'Algérie, ils pensaient qu'en arrivant en métropole, comme ils savaient déjà la langue et les lois et qu'ils étaient parfois français, qu'on les reconnaissait, qu'on les connaissait. Eh bien, on ne les connaît pas ou on ne les reconnaît pas. On n'a pas intégré dans notre histoire leur présence. Et donc on les traite, on les voit encore comme s'ils étaient des étrangers, alors que ce sont des compatriotes. Jean-Dominique Giuliani, ce terme immigration, il n'y a pas qu'en France, où il suscite un certain malaise. C'est un problème partout en Europe. Alors que comment l'expliquer? Parce qu'on nous dit qu'il y a très peu d'immigrés, l'immigration est à un niveau très faible, et pourtant les populations européennes, enfin partout, expriment un certain rejet vis-à-vis de l'immigration. Comment l'expliquer? Pas partout et pas de la même manière. Non, au Royaume-Uni, c'est très récent. Le Royaume-Uni est l'un des pays qui a le plus accueilli d'immigrés ces dernières années. Et ça ne l'a pas beaucoup choqué. Ça fait partie culturellement de leur culture insulaire et j'allais dire de l'héritage de l'Empire britannique. On accueillait les Sikhs qui pouvaient même porter leur coiffure traditionnelle dans les rues de Londres. C'est donc tout récent et dû à des phénomènes ponctuels. Par exemple, une immigration massive à l'intérieur de l'Union européenne, de jeunes venus des pays baltes ou des nouveaux adhérents qui sont venus s'installer massivement à Londres et qui ont été relativement performants. Aujourd'hui, en Allemagne, qui vient de montrer qu'en 2014, elle avait gagné de la population alors qu'on sait que sa démographie est catastrophique, eh bien les 400 000 Allemands supplémentaires sont issus directement de l'immigration des Balkans, migration de Syrie, et généralement ce sont des gens qualifiés en plus. Pour compléter ce qui vient d'être dit, y compris en France, on estime qu'en Europe, 75% des immigrants sont du niveau du bac ou supérieur. Pourquoi est-ce que cela suscite un malaise? Alors ça suscite un malaise en fonction des histoires, en fonction des représentations. Par exemple en Hongrie, j'y étais encore hier, je peux vous dire, donc il y a un parti d'extrême droite extrêmement violent, parce qu'on critique beaucoup le gouvernement, mais il y a pire, si je puis dire, en Hongrie. Il y a le parti Jobbik, qui est carrément une milice néo-nazie, et qui donc s'attaque aux Roms, parce qu'il y a une communauté rome, et puis bien sûr s'attaque aux Kosovars, s'attaque aux Syriens. On reviendra en Hongrie. Donc il y a une réaction irrationnelle
d'altérité au moment où la société est, comment dirais-je, un peu bouleversée par le chômage, par la mondialisation, l'ouverture des frontières. En Allemagne, il n'y a pas de chômage et il y a un mouvement Pédiga qui organise des manifestations conséquentes à Dresde où il y a écrit non, alors vous allez me dire, voilà, peut-être un biais, non à l'islamisation de l'Occident. Est-ce que ça peut être l'un des ressorts du fait que immigration égale malaise? Ça, c'est autre chose. Sur l'islamisation, c'est autre chose, n'est-ce pas? C'est une sorte de conjonction, j'allais dire même d'amalgame entre les problèmes religieux, les problèmes de terrorisme, les problèmes de sécurité. Ça peut être l'un des ressorts. Oui, ça peut être l'un des ressorts, absolument. Sur cette idée de l'immigration comme problème, je pense que vous avez raison de dire qu'aujourd'hui, l'immigration reste associée à un problème à résoudre, pas uniquement en Europe d'ailleurs, également dans le Sud, beaucoup de pays ont des politiques migratoires très très dures et très restrictives. Je pense que ça tient largement au fait que nous restons prisonniers de ce que j'appelle le paradigme de l'immobilité. C'est-à-dire que nous n'avons pas encore réalisé que l'immigration aujourd'hui était déterminée par des facteurs structurels, notamment liés à la mondialisation, liés au conflit, et que la migration était aussi un droit fondamental. Patrick Veil rappelait qu'aujourd'hui, une des raisons premières d'immigration en France, c'était les conjointes de Français qui venaient les rejoindre. Quand on dit on a le droit, nous Français, de contrôler qui peut ou ne pas venir sur notre territoire national, on a tort, fondamentalement. On ne peut pas. Je pense que c'est une illusion que de vouloir contrôler. C'est un droit fondamental de migrer. Non, c'est-à-dire que c'est des droits limités. Ils sont droits balancés. Vous avez le droit, évidemment, que la France et l'Europe ont le droit de fixer. Mais monsieur Larrivé, quand il dit on va faire des quotas, vous savez ce que ça fait, les quotas? Quand vous annoncez l'année prochaine 100 000 étrangers ont le droit de venir en France. Eh bien, en Afrique, on se dit 100 000, c'est beaucoup. Pourquoi pas moi? Donc, tous les pays, par exemple l'Italie ou l'Espagne, qui ont fait des quotas en pensant que ça limitait l'immigration, ont vu arriver beaucoup plus d'étrangers en situation irrégulière parce que les choix, les calculs individuels vont être surmultipliés par le quota. On a le droit de fixer des règles, mais pas de toucher au droit de se marier ou au droit d'asile. Donc il y a une limite. Et puis je vais vous dire une chose. Vous savez combien d'étrangers entrent en France tous les ans et qui font plaisir à tous les Français, les touristes? Entre 80 millions et 100 millions. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que tout le monde dit entre 80 le nombre de migrants. Paris, vous êtes à Paris. Oui, non, mais là, vous comparez les Belges qui viennent sur la Côte d'Azur. La commissaire de police. On est hors sujet, là. Mais non, on n'est pas hors sujet, parce que pour la police, il y a des étrangers qui rentrent, et il faut faire la distinction entre ceux qui sont là pour le tourisme et ceux qui sont en situation irrégulière. Les Belges qui viennent passer leurs vacances sur la Côte d'Azur. Mais c'est ça la difficulté. Mais non, mais ce que vous dites, c'est que les chiffres de l'immigration, on n'est pas du tout au seuil d'intolérance. Donc les chiffres sont bas, et pourtant il y a un ressenti qu'on a du mal à s'expliquer, qui est bien réel. Mais vous dites, en numérique, les chiffres sont bas. En réalité, on fixe déjà le nombre d'étrangers qui arrivent en France chaque année. Le nombre de 200 000 permis de séjour délivrés chaque année est stable depuis plus de 5 ans. Et donc, de facto, on le fixe déjà. Non, il faut compléter ce que vous dites. C'est-à-dire, jamais dans le monde, on a été autant mobile. Donc, l'ONU vient de publier des chiffres. Je crois qu'il y a plus de 52 millions de personnes qui sont déplacées pour des raisons de conflit et qu'il y a plus de 250 millions de personnes qui ne sont pas nées dans le pays où elles vivent. Donc ça, c'est des effets directs de la mondialisation. Et donc, l'Europe étant un aimant, et n'ayant pas d'ailleurs, je corrige un peu ce que vous dites, ce n'est pas une compétence européenne, le contrôle de l'immigration, c'est une compétence nationale. L'Europe ne fait qu'essayer d'aider les États. Quand on dit que l'Europe est une passoire, ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas sa compétence. On ne lui a pas délégué la compétence. Elle a quand même consacré un principe de libre circulation des biens et des personnes. Mais ça, Schengen, c'est les États qui l'ont fait. Qui l'ont fait librement avec l'Allemagne, 3 autres pays. Ça, c'est tellement un succès que ça. Tellement un succès. Vous avez vu les sondages sur Schengen? Mais oui, mais parce que 53% des Allemands sont contre, 63% des Grandes-Bretagne disent, en tous les cas, ils n'en veulent pas, et 70% des Français sont contre. Et vous savez la meilleure réponse. Alors non, mais on peut dire 70% des Français sont crétins. Il n'empêche que voilà ce que disent les Français. La réponse est très simple. Ouais. Le Royaume-Uni n'est pas dans Schengen. Et c'est celui qui je vous parle de 70% des Français. Moi, je vais dire à mes compatriotes. Vous savez qui a fait Schengen? Monsieur Pasqua. C'était pas un tendre comme ministre de l'Intérieur. Bon, pourquoi il a fait Schengen? Parce qu'avant Schengen, vous aviez des policiers à la frontière belge. Ils servaient à quoi? À rien. On les mettait sur les frontières. Et ils prenaient les gaz carboniques des voitures et ça servait à rien. Avec Schengen, nous sommes privilégiés géographiquement par Schengen. Pourquoi? Parce que nous sommes l'extrême ouest
de l'Europe. Et donc, on demande aux policiers de nos pays frontières, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, de faire, avant la police française, le travail de contrôle. S'ils ne le font pas suffisamment, la police française intervient. Mais avant la police française, il y a les autres qui interviennent. Donc ça aide la police. C'est efficace, enfin, c'est peut-être difficile de trancher, mais les Français seraient moins efficaces s'ils contrôlaient tout seuls leurs frontières. Il vaut mieux confier ça aux Grecs, aux Italiens et aux Espagnols qui sont à la frontière extérieure de l'Europe. C'est pas aussi simple que ça. La meilleure preuve, c'est qu'elle se présente. Dans Schengen, on a encore la possibilité, autour de nos frontières, à 20 km de nos frontières, d'exercer un contrôle. C'est d'ailleurs ce qui se fait sur la frontière franco-italienne, avec le débat auquel ça donne lieu, avec du côté de Vintimille, avec les contrôles et routiers et dans les trains. Là, on va chercher le terme. Voilà. Est-ce qu'on peut expliquer ce qu'est Schengen? Parce que si on demande aux Français, je pense que 90% ne savent pas ce que c'est. Les accords de Schengen... 70% sont contre. Oui, mais d'accord, parce que je vais expliquer pourquoi. D'ailleurs, c'est une partie de la réponse. Pourquoi c'est irrationnel? Bon. Les accords de Schengen, ce sont 5 États, la France, l'Allemagne et les 3 pays du Benelux, qui, dans les années 85, ont décidé qu'on pouvait circuler librement dans ce pays-là sans demander le passeport ou avoir des contrôles aux frontières, tout en gardant la possibilité de le faire. Par exemple, en cas de match de football, de manifestation ou d'autres, ça arrive régulièrement. Donc, on organise cette libre circulation et en contrepartie, on s'engage à contrôler mieux nos frontières extérieures, puisque nous avons pour nos biens et nos services une frontière commune en Europe. On dit c'est pareil pour les personnes. Vous, les Allemands, vous allez contrôler votre frontière. Vous, les Français, vous allez contrôler votre frontière méditerranéenne pour le compte des autres. C'était tellement formidable pour les étudiants, pour les touristes, etc. Vous n'avez plus à déclarer que vous allez en Allemagne, que ça s'est étendu même au-delà de l'Union européenne. Il y a aujourd'hui 24 États membres, y compris la Norvège, qui veulent faire partie de cet ensemble. C'est une liberté nouvelle. Alors bien sûr, il y a toujours des perversions. Et si on explique de manière primaire aux gens qu'on circule librement, on va dire « Ah ben oui, mais les Grecs surveillent rien ». Sauf qu'on aide les Grecs à surveiller la frontière. On aide les Italiens à surveiller leurs frontières. On aide les Polonais à surveiller leurs frontières. Elle est désormais étanche, les Ukrainiens. Alors, on va revenir un tout petit peu sur le projet de loi qui est quand même l'objet de cette émission. Il y a l'une des mesures, des nouvelles mesures, c'est qu'il n'y aura... Alors, l'assignation, je cite, l'assignation à résidence est préférée à la rétention pour les étrangers en situation irrégulière. Donc, vous êtes un étranger en situation irrégulière, on vous dit, bon, bah, vous restez chez vous. C'est ça? Alors qu'autrefois, théoriquement, on devait vous mettre dans un centre de rétention. Mais si vous restez chez vous, bon, qu'est-ce qui se passe? Théoriquement, vous pouvez me placer dans un centre de rétention administrative dans l'attente d'une mesure de reconduite sur le territoire dont vous étiez originaire. Alors avec tout ce que ça suppose comme... Pourquoi il y avait ce temps de latence? Le temps que puisse être exercé un certain nombre de voies de recours. Le droit des étrangers, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, avec droit de recours absolument gigantesque, avec une spécialité qui sont celles des associations qui viennent en soutien aux personnes en situation irrégulière, de multiplier les voies de recours jusqu'à épuisement de tout ce qui existe, et sur le territoire national, et d'ailleurs au niveau des instances européennes, parce que la CEDH et maintenant la Cour européenne des droits de l'homme est un acteur régulier. Et donc pendant tout ce temps, les étrangers n'étaient pas reconduits sur leur territoire, mais maintenus sur le territoire national, en étant privés de liberté, parce que c'est une réalité dans le centre de rétention administratif. Là, l'idée, c'est de les placer non plus dans des centres, mais de les laisser à domicile. Et alors, après, après, la police vient les chercher Voilà. Après, moi, je demande à voir. Est-ce que ça va être à la course à l'échalote pour que la police aille chercher les gens une fois qu'on sera en mesure de les reconduire, sur leur... Donc vous avez une personne qui a loué un appartement, qui a ses enfants scolarisés, qui est en situation irrégulière, et on leur dit vous restez là, et la police un jour viendra vous chercher pour vous ramener dans votre pays d'origine? Par exemple. C'est à la fois une mesure de pragmatisme et d'économie. Il y a une forme de pragmatisme et puis il y a une forme de... Il y a une forme de vous rester là, quoi. Voilà. Bon, vous finirez un jour par vous donner des papiers. Mais ça veut dire que... Donc, en fait, on accueille tout le monde. Non, mais il faut le dire. Non, mais non. Non, non, la France est un des pays qui expulse le plus. La Cour des comptes, seuls 1% des déboutés sont effectivement éloignés. Les déboutés rapport d'asile. Oui. Même chose. Bon, même chose. C'est très, très différent. C'est très différent. C'est des gens qui ont demandé l'asile. Beaucoup de migrants, quand ils viennent en France, demandent le droit d'asile, non? Et ensuite, pas tant que ça. D'ailleurs, il est intéressant de noter, et on y reviendra tout à l'heure peut-être sur le sujet des passeurs. C'est pas une filière? Non, ceux des migrants notamment dont on parle beaucoup actuellement dans les médias, ceux qui viennent notamment d'Italie, qui vont vers l'Angleterre, qui passent par Calais, demandent très peu le droit d'asile.
Et pourquoi Alors, parce que pour beaucoup, ce ne sont pas des francophones et qui ne sont pas dans l'idée de s'installer en France. Ils sont plutôt attirés par l'Angleterre, par la Hollande, par la Suède, par l'Allemagne. Donc, ils sont dans une logique de passage. Et pour ces raisons-là, ils ne demandent pas à se fixer en France. Et beaucoup, effectivement, passent ensuite vers la Hollande, vers la Suède, etc. En tout cas, ils essaient. D'accord. Et ceux qui sont à Calais, désespérant de ne pouvoir rejoindre la Grande-Bretagne, où vont-ils alors? Ils restent en France Ils essayent autant qu'ils le peuvent jusqu'à réussir. Il y en a qui peuvent prendre la décision de se fixer. Le phénomène est encore assez nouveau pour qu'on puisse... Sur la question de... Patrick moi, sur l'assignation à résidence, je pense qu'il y a une distinction à faire entre... Par exemple, vous avez mentionné des familles dont les enfants sont scolarisés. Donc, vous voyez, partir pour fuir la police, etc., c'est quand même une opération très lourde. Bon, c'est différent d'un célibataire qui n'a pas de... Bon, donc je pense qu'il faut regarder comment ça marche en pratique. Je suppose que selon les personnes, il y aura soit assignation à résidence, soit mise en centre de rétention pour rendre plus effective la reconduite à la frontière. Mais la France expulse beaucoup, 35 000 personnes chaque année, ou à un coût d'à peu près 20 000 € par personne. Premier pays européen pour les expulsions. Mais titre de séjour qui était de 1 an, et c'est vrai que ça crée des engorgements à la préfecture, qui maintenant passe de 2 à 4 ans. Derrière ça, on comprend très bien que c'est ridicule chaque année de demander à une personne de revenir faire la queue pour réobtenir 1 an. Mais en même temps, parce qu'on veut bien l'accueillir, mais si on accueille trop bien, c'est un peu manichéen ce que je veux dire. Est-ce qu'on ne crée pas un appel d'air? Non, mais c'est-à-dire que là, le premier titre sera d'1 an. Ouais. Donc, et après, c'est pas obligatoire de donner le titre de 4 ans. Ils peuvent continuer à donner des titres d'1 an. Mais c'est donner la possibilité à l'administration préfectorale de dire, bon voilà, il n'y a aucun problème, on donne un titre de 4 ans et on libère les... Et au bout de 4 ans, on dit, allez hop, maintenant vous rentrez chez vous parce qu'on... Non, mais écoutez, vous savez ce qui se passe aujourd'hui? 98% des gens obtiennent le titre renouvellement d'1 an. Alors, pour les fonctionnaires de la préfecture de police, des préfectures... On a tous vu les reportages à la télé... Passer des mois à renouveler les titres d'1 an, on pourrait les mettre à faire autre chose, vous voyez. C'est franchement... idée d'appel d'air. Alors sur cette idée d'appel d'air... C'est un fantasme absolu, c'est absurde. La décision de migrer est une décision tellement lourde de conséquences dans le chef du migrant que vous imaginez bien qu'un migrant ne va pas se dire « Ah, on va migrer parce que maintenant, on ne va plus devoir aller faire la file dans les préfectures ». Cette idée que les migrants viennent pour bénéficier d'aide sociale ou parce que telle ou telle mesure administrative leur facilite la vie, c'est un fantasme absolu. Ce n'est pas ça qui dicte la décision de migrer ni le choix du pays d'accueil. Mais quand même, le fait de ne pas pouvoir obtenir facilement un visa ou un titre de séjour fait partie des calculs des migrants. Il y a quand même un hit parade dans les pays préférés en Europe. La France, je crois, n'en fait pas partie. C'est la Suède, non? L'Allemagne d'abord. En quantité, c'est l'Allemagne. Ensuite, le Royaume-Uni. Et ensuite, les pays nordiques sont des petits pays, la Suède, la Norvège. À cause du travail. Alors, le Royaume-Uni, parce qu'on ne vous demande pas de papier d'identité, donc vous pouvez travailler comme ça. À cause du travail, à cause des perspectives de travail. Vous avez, comme vous l'avez dit, il y a du chômage, il n'y a pas beaucoup de travail en France. Aussi à cause de la langue et des réseaux de migrants, des membres de leur famille qui sont déjà installés dans le pays d'origine. C'est des facteurs très importants. Des milliers de clandestins tentent donc de rejoindre la Grande-Bretagne via le tunnel sous la Manche. La police a intercepté l'an dernier 30 000 migrants, mais aussi 700 passeurs. Et parmi eux, des Français, des Calaisiens, attirés par l'agent facile. Même si vous allez le voir, la traversée n'est pas sans risque. Reportage à Calais avec des passeurs français de Stéphanie Gillon et Arnaud Fora. Sur la bretelle d'accès menant au terminal d'Eurotunnel, ces scènes sont devenues quasi quotidiennes. Des migrants, par dizaines, serpentant au grand jour entre les camions, sous le nez des chauffeurs, prêts à tout pour monter à bord. Chaque nuit, chaque jour, j'essaie de passer. Il n'y a que les camions pour aller en Angleterre. Des camions de plus en plus contrôlés. Les passeurs le savent. Alors, ils se sont adaptés. Au tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer, plusieurs Français ont récemment comparu pour avoir transporté des migrants vers l'Angleterre. Parmi eux, des pères et mères de famille bien implantés localement, souvent en difficulté financière, la nouvelle cible des filières. Cette commerçante au bord du dépôt de bilan vient d'être condamnée avec son mari. C'est leur voisin albanais qui les a mis dans la combine. Ils ont la tactique, ils ont leurs mots à eux pour réussir à nous convaincre, quoi. Une femme, c'est innocente, on craint rien, et c'est pour le bonheur des personnes qu'on va passer.
Au départ, on réagit négatif parce qu'on se demande plein de questions. Et puis comme pour lui, on craignait rien, donc après on a accepté. 1 500 € par clandestin qu'ils embarquent dans une fourgonnette en suivant à la lettre les consignes des passeurs. Ils nous donnaient un lieu de rendez-vous pour aller les charger dans le camion. Une fois rentrés dans le camion, on partait sur Calais pour le tunnel sous la Manche. Contrôle aux douanes françaises, contrôle aux douanes anglaises qui passaient. Après, arrivé en Angleterre, on devait les emmener à un point de rendez-vous pour qu'il y ait des personnes qui viennent les chercher. Fallait par contre attendre que les personnes soient là avant que nous on reparte. La première fois, on avait peur. Peur de ne pas passer, de se faire arrêter. On pense à l'argent. Parce que c'était une question d'argent. Le premier trajet se passe sans encombre, un autre suivra avant l'interpellation par les douanes britanniques et malgré les réticences du couple. Pour eux, c'est comme si on avait fait un contrat avec eux. On avait commencé à faire ça, on devait continuer, c'est tout. Ils disaient qu'ils avaient du monde derrière et qu'ils nous faisaient peur, quoi. Comment ? En mettant la pression sur nous, que parler des enfants, de la vie de famille, quoi. Après, pour eux, c'était une obligation qu'on le fasse après. Pour ce délit, cette commerçante et son mari ont été condamnés chacun à 12 mois de prison avec sursis et 3 000 € d'amende. Des peines lourdes, souvent ignorées par les clients de cette avocate qui a défendu plusieurs dossiers similaires et qui insiste sur la dangerosité d'un tel acte. Vous ne vous rendez pas compte que vous travaillez pour une organisation mafieuse. Vous avez l'impression de rendre service à une personne, voire à une famille. C'est faux. Vous travaillez pour une véritable organisation qui brasse des millions d'euros chaque année. Ces gens sont armés. On a retrouvé des fusils à pompe, on a retrouvé des kalachnikovs. Ce sont des gangs qui sont extrêmement puissants, qui sont internationaux. Et une fois que vous êtes pris dans les mailles du filet, il y a des pressions, il y a des menaces. Et puis vous ne pouvez plus arrêter. Donc on vous demande un transport, puis 2, puis 3. Et puis vous finissez par travailler pour une organisation mafieuse qui est particulièrement dangereuse et qui n'a aucune valeur humaine. C'est-à-dire qu'ils sont capables, du jour au lendemain, de mettre à exécution leurs menaces. Une délinquance de subsistance qui touche également les étudiants, mais aussi des jeunes de banlieue désœuvrés, appâtés par l'argent facile. Alors, question Internet, les filières de passeurs sont-elles aux mains des mafias ? Céline Berton. Alors, le sujet des filières, c'est un vrai sujet sur Calais. Petit rappel de contexte, Calais aujourd'hui, c'est entre 3 000 et 4 000 migrants. On a du mal à savoir précisément combien ils se sont. Ils se sont installés sur une lande à proximité du tunnel. Mais c'est pas toujours les mêmes. Il y en a. C'est pas toujours les mêmes. C'est le lieu où ils se sont fixés. C'est ni plus ni moins un bidonville. Quand on y va, c'est un bidonville aux portes de Calais, de plusieurs milliers de personnes, où viennent s'installer les gens qui arrivent de différents pays européens, avec l'objectif, quand ils se fixent là, c'est de traverser vers l'Angleterre. Leur objectif, c'est de traverser par le biais, les images que vous montrez le montrent bien, de passer dans des camions et de pouvoir accéder à l'Angleterre, soit par le biais du transport maritime, soit par le biais du lien transmanche. Quand on connaît un peu les lieux, c'est des autoroutes qui arrivent avec des flux de camions continus. Il y a plusieurs centaines de milliers de camions qui passent à longueur d'année, avec des phénomènes d'embouteillage. Et quand ça ralentit, on profite des moments où la circulation est un peu plus dense pour essayer de monter dans les camions, soit donc déboter de manière un peu spontanée comme on l'a vu sur des images, soit de manière un petit peu plus construite en passant notamment par le biais des passeurs. Mais on a laissé s'organiser ce petit trafic. Il y a 4000 personnes, puis il y a des passeurs, etc. Enfin, racontez. Qu'est-ce que vous voulez faire pour empêcher non, mais on peut dire on ne fait rien. Voilà, le politique démissionne. Patrick Veil, on peut dire ça. Ils font quelque chose, mais 3000 personnes, c'est pas non plus 3 millions. Voilà. D'accord. Alors on tolère. 3000 personnes, c'est pas 3 millions. Et puis qu'est-ce qu'on fait? Alors sur ces 3000 personnes, petit aparté, on a beaucoup de... Alors tous, quasiment évidemment, sont en situation irrégulière. Ouais. Tous ne sont pas des demandeurs d'asile, comme je le disais tout à l'heure, mais tous relèvent aussi de relèvent de nationalités qui ne sont pas éloignables.
Quand vous êtes érythréen, Ah oui. quand vous êtes soudanais, vous ne pouvez pas faire l'objet d'une mesure de reconduite dans votre pays. Parce qu'on a le droit d'asile. Parce qu'on considère que vous êtes sur des pays où, on regarde la situation, trop dangereux, situation de guerre, on ne vous renvoie pas. Voilà. Donc alors, on ne peut pas les renvoyer. Juridiquement, un peu. On ne peut pas les envoyer en Angleterre, donc. Par contre, on travaille. Alors là, pour le coup, je sais que les autorités françaises essayent de travailler avec les autorités locales pour essayer d'envisager des mesures de retour. Je reviens à mes filières, j'ai un petit peu dérivé. Ouais. La réalité, c'est quand vous avez un marché comme celui-ci, de gens qui ont traversé la Méditerranée, qui ont traversé l'Europe, en laissant tout derrière eux, la volonté est telle qu'ils essaieront de passer à tout prix. Alors, quitte à prendre pour un certain nombre des risques considérables. C'est ainsi qu'on a on a un mort par semaine sur le secteur, soit renversé par des camions parce qu'ils traversent la nuit, soit parce qu'ils essaient de passer sous des essieux. Donc on a quasiment un mort par semaine aujourd'hui. Ou alors ils sont un petit peu plus organisés, ils ont mis de l'argent de côté parce que c'est un projet qui a été réfléchi et ils arrivent avec un peu d'argent pour payer un passeur. Le passeur, c'est qui? C'est quoi? Ça peut être effectivement, alors là, les espèces de passeurs casse-croûte, on va les appeler comme ça, ouais. C'est des gens qui, entendant que ça coûte 700 € de pouvoir faire passer quelqu'un, essayent de se faire un petit peu d'argent. Alors ils le font soit de manière spontanée, soit ils le font parce que derrière, il y a des organisations criminelles. La deuxième réalité, c'est qu'effectivement, on a beaucoup de passeurs, notamment originaires d'Albanie, qui soit sont eux-mêmes des clandestins irréguliers et profitent, entre guillemets, de leur position sur place pour se faire un peu d'argent, soit participent à de véritables organisations criminelles. Et c'est pareil qu'il y a des passages VIP, 14 000 € par personne, avec de faux passeports belges. Voilà, alors vous avez, dans un camion, comme on l'a vu là, c'est je crois 700 €. Avec la complicité du chauffeur, c'est 5 000 €. Avec des papiers ou des faux papiers, effectivement, tout de suite... Et ces migrants, donc, ont sur eux 5 000 € en liquide. Ils ont ces sommes. Ou ils se les font virer. Ça représente pour un migrant des années d'économie et de cotisation, toute une communauté, souvent, pour payer le coût du voyage. Eh bien, c'est ce qui fait d'ailleurs que, voilà, il est impossible d'empêcher tout le monde. Mais vous voyez... Mais comme la Grande-Bretagne fait rêver, que penser de la proposition de Xavier Bertrand qui dit mais pourquoi la frontière anglaise n'est-elle pas en Angleterre? Pourquoi est-ce que c'est pas à Douvres que ça se passe? Il faut dire plutôt que qu'à Calais. L'Angleterre est très contente de laisser la police française et le ministère de l'Intérieur français faire une partie du travail qu'elle devrait faire elle-même, effectivement. Donc c'est pas absurde de dire écoutez, Anglais, occupez-vous de vos frontières chez vous. Il faut jouer sur deux effets. Le travail sur les filières, il est extrêmement important parce que, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est un engagement considérable des forces de police et les peines sont lourdes. Alors quand on est sur des Calaisiens qui sont un petit peu à voir, on est sur des peines qui sont moins significatives, mais quand on travaille sur des filières et qu'on arrive à déterminer les organisations derrière, c'est 2 ans, 3 ans, 4 ans d'emprisonnement ferme avec mandat de dépôt à l'audience au moment du jugement. Et l'objectif, il est de faire passer des messages pour essayer de faire baisser la tentation de faire appel à des passeurs sur le secteur. Et notamment que l'information, parce que ça circule bien, ça circule dès les points de départ et dès les points d'arrivée sur le territoire national à l'entrée en Italie ou après le passage de la Méditerranée. La semaine dernière a été débattue à l'Assemblée nationale la loi sur le droit d'asile. L'une des nouveautés, c'est de répartir les migrants dans ce qu'on appelle les CADA, les centres d'accueil de demandeurs d'asile. Je crois qu'il y en a certains, il y en a un à Pouilly en Auxois, etc. Alors comment ça se passe? On pourrait dire à ces migrants à Calais, écoutez, vous n'arriverez jamais à aller en Grande-Bretagne, renoncez, et en attendant, on va vous installer dans un centre à Pouilly en Auxois en Bourgogne, en attendant une solution. Dans l'hypothèse où ça les intéresse, parce qu'une fois encore... Ça existe, ces centres, maintenant. Est-ce que c'est une solution? Alors, Patrick Veil. Si vous voulez, actuellement, la très grande majorité des demandeurs d'asile sont dans la région parisienne. Quand vous voyez l'Allemagne, une répartition entre les Länder, ce qui fait que les gens peuvent avoir un logement, être logés dans des centres de logement de demandeurs d'asile. Le fait que tous les demandeurs d'asile en France se concentrent sur la région parisienne fait qu'ils n'ont pas obligatoirement des conditions de logement dignes et qu'on les trouve dormant dans les rues de Paris. Donc il faudrait organiser des accueils en Auvergne ou dans le Limousin. Il faut si vous faites, le problème c'est que si vous faites des CADA, il faut aussi que... Des CADA, donc des centres d'accueil de demandeurs d'asile, il faut aussi que l'office qui va traiter la demande d'asile soit aussi en région. Parce que les gens, pourquoi ils viennent à Paris? C'est parce que le bureau, là où ils veulent être convoqués, sont à Paris. Ils veulent être près de l'endroit où on traite leurs demandes. Vous ne craignez pas des réactions, Patrick Veil, je sais que vous allez les condamner, mais vous ne craignez pas des réactions épidermiques de la part des Auvergnats ou des Corses à qui on va dire, écoutez, on vous installe dans votre village. Non, mais oui. Mais je veux dire... Ça va exister ou pas? Mais vous allez avoir de tout. Moi, j'ai vu l'autre jour
dans le 10e arrondissement des gens qui dorment dans la rue, mais il y avait les commerçants le long de la rue qui font du café, qui offrent du pain, etc. Vous avez chez nos compatriotes toutes les attitudes à l'égard de ces situations humanitaires. Vous avez aussi une grande générosité. La France est aussi un pays composé de gens généreux. Oui, mais ça, c'est ce qu'on dit. Mais après, les gens, ils votent différemment, et dans les sondages, et on voit des comportements. Ça dépend. Eh ben, est-ce qu'on ne joue pas aux apprentis associés à exciter? Une demande d'asile. Vous savez, moi, ce que je crois, c'est que, vous savez, en chinois, la France s'appelle le pays de la loi. Les demandeurs d'asile, ils respectent la loi, ils demandent l'asile, ils attendent la décision du gouvernement et écoutez, on vient de dire que dans 99% des cas... Pas 99% des cas. Quand ils sont déboutés, ils restent. Non mais vous dites, d'abord, il y en a soit 25% qui obtiennent cet asile. Ouais. Bon, 75% ne l'obtiennent pas, mais 25%, c'est quand même un chiffre non négligeable. Donc, si vous voulez... Ceux qui ne l'obtiennent pas, les 75%. Eh bien, ils doivent repartir, oui, ils doivent repartir. Mais vous pouvez dire la vérité. Ils ne restent pas toujours. C'est pas en mentant que... Non, je ne mens pas. Pourquoi vous m'accusez de mensonge? Mais non, mais je ne vous accuse pas. Mais... Je n'ai pas menti. Vous m'accusez de mensonge. Les demandeurs d'asile, parfois, qui sont déboutés, partent en Allemagne, partent en Suède. Parfois, ils ne restent pas. Ils cherchent à aller ailleurs. Parce que s'ils dorment dans nos rues, ils ont parfois envie d'aller ailleurs. L'idée de faire une politique de peuplement en disant à ces demandeurs d'asile, allez vous installer, plutôt que vous entasser dans la région parisienne, allez vous installer dans les belles régions françaises. Ça n'est pas du peuplement. C'est une résidence temporaire. C'est-à-dire qu'on les met dans des sortes de résidences qui ne sont pas extraordinaires pendant le temps de l'examen lors de leur demande. Ne montez pas toute une sauce comme si vous croyez. On ne leur donne pas ni logement permanent ni rien. On leur offre un logement temporaire le temps que l'administration et la Cour décident s'ils ont le droit d'avoir l'asile ou pas. Je voudrais aussi souligner un des paradoxes de cette mesure. C'est que la France est si soucieuse, et j'approuve plutôt, de mieux répartir les demandeurs d'asile sur son territoire, mais dans le même temps est extraordinairement réticente à mieux répartir les demandeurs d'asile au sein de l'Union européenne. On a vu le pataquès que ça a fait quand la Commission européenne a proposé, somme toute, de faire à l'échelon européen ce que le gouvernement français propose de faire à l'échelon français. Il y a eu 32 000 demandeurs d'asile à répartir. Alors, les Allemands en ont pris 10 000. Oui, mais là, aujourd'hui, les Français, 6 000. Les Espagnols, 1 300. Les Autrichiens, ils ont dit, nous, on veut 0. Les Hongrois, nous, on veut 0. On n'est pas les plus égoïstes du monde. Pas du tout, mais vous avez vu l'affaire que ça a fait, le temps qu'il a fallu pour accepter de prendre quelques milliers de demandeurs d'asile. Alors, justement, on va aller en Hongrie, puisqu'après l'Italie et la Grèce, la Hongrie est devenue la troisième voie de passage pour entrer en Europe, avec l'an dernier pas moins de 70 000 clandestins qui ont emprunté ce qu'on appelle la route des Balkans. En réaction, le gouvernement de Budapest a décidé de la construction d'un mur de 175 km le long de la frontière. Reportage en Hongrie de François-Xavier Rigaud et Stéphane Lopez. 4 mètres de haut, 175 km de long. L'armée hongroise vient de débuter les travaux de construction de son mur à la frontière avec la Serbie. Un rideau de fer destiné à endiguer le flot de migrants. La Hongrie est devenue la troisième porte d'entrée dans l'Union européenne après l'Italie et la Grèce. À moins de 20 km de la Hongrie, à Subotica en Serbie, comme tous les jours ou presque une centaine de migrants, principalement des Afghans, attendent la nuit pour traverser cette frontière serbo-hongroise. Ce soir, si Dieu le veut, on passera en Hongrie à pied. J'ai mis 2 mois pour arriver ici depuis l'Afghanistan. Et vous êtes passé par où? J'ai traversé l'Iran, après la Turquie, puis la Grèce, la Macédoine, et maintenant on est ici en Serbie. Tous ont pris le même itinéraire, appelé la route des Balkans. La frontière serbo-hongroise est un point de passage stratégique. La Hongrie est le premier pays membre de l'espace Schengen sur leur route. Une fois la frontière traversée, ils rejoindront l'Allemagne, la France, l'Angleterre ou encore la Suède et la Norvège. Bonjour, vous voyez des gens passer comme ça devant votre maison? Avant, on voyait les Kosovars passer par là. Maintenant, c'est les Noirs.
La frontière est à 50 mètres, c'est juste une pierre qui marque la séparation. Mais bon, à mon avis, le mur ne servira pas à grand-chose. C'est de l'argent jeté par les fenêtres. Ils trouveront un moyen de passer et ils veulent une vie meilleure. Aucun obstacle physique. Une forêt sépare aujourd'hui les deux pays. Depuis le début de l'année, 70 000 migrants clandestins ont été enregistrés à la frontière hongroise, contre 2000 en 2012. Une situation qui exaspère le maire de la ville frontière d'Assatalom. Depuis 2 ans, on voit de plus en plus de migrants passer dans notre village. Chaque jour, plusieurs centaines. Parfois, ils sont plus de 1000. Et encore, je pense que la police enregistre seulement la moitié des migrants qui passent par ici. Pour ce maire, proche de l'extrême droite, le mur ne suffira pas à stopper les migrants. Le mur, ce n'est pas une solution parfaite. Il faut aussi plus de moyens humains, plus de surveillance. Il faut rétablir la police des frontières. Il faut des personnes pour surveiller le mur, il faut des caméras thermiques, un système d'alarme. Sinon, ils pourront le franchir. Le mur, ce n'est pas une solution parfaite, mais on n'a pas d'autre choix. En attendant la construction définitive du mur, le maire de la ville a créé sa propre brigade de garde-frontières. On va suivre la frontière. On va voir si des migrants essayent de passer. On va aussi vérifier les maisons isolées dans la forêt. Seul, avec peu de moyens, une lampe de poche à la main et un pistolet à la ceinture, il arpente la forêt à la recherche de migrants. En seulement 1 mois, j'ai arrêté 2500 migrants. Quand je les trouve, j'appelle la police nationale pour qu'ils viennent les chercher. Il faudra des mois pour achever la construction des 175 km de clôture. Un dispositif qui va coûter 70 millions d'euros à la Hongrie. Le mur va être bâti ici, en suivant cette ligne de la frontière, comme un serpent. Il ira tout au long de la frontière. Ça va arrêter 30 à 40% des migrants. Mais ces murs peuvent être franchis. Ils peuvent le découper avec des pinces. Ils sont même capables de franchir un mur en béton. Ils veulent venir. Malheureusement, ce n'est pas un mur qui va les arrêter. La construction de cette clôture divise l'Europe, mais pas la Hongrie. Viktor Orban, le très nationaliste président hongrois, peut compter sur le soutien d'une grande majorité de sa population. Alors, question Internet. La Hongrie construit un mur et l'Union européenne ne dit rien. Est-ce normal, Jean-Dominique Giuliani? La Hongrie a l'obligation de contrôler sa frontière extérieure parce qu'elle est membre des accords de Schengen. Le traité de Schengen fait obligation à la Hongrie de contrôler sa frontière. Et on peut reconstruire un rideau de fer, ça pose pas de problème? Moi, je pense que les murs et les frontières n'ont jamais été totalement étanches et que c'est jamais la solution. Mais c'est la règle dans Schengen, c'est si jamais il y a un clandestin qui vient du Kosovo, qui rentre en Hongrie et qui va en Allemagne, l'Allemagne a le droit de le renvoyer en Hongrie, qui n'a pas surveillé la frontière. C'est ça, les accords de Schengen. C'est ça la réalité. D'ailleurs, ça marche plutôt bien. C'est pour ça que les Hongrois ont une double pression, d'une part à l'entrée et puis ensuite au retour. N'est-ce pas? Puisqu'ils doivent contrôler la frontière extérieure de l'ensemble de Schengen. Donc, d'ailleurs, il y a un mur aussi entre la Turquie et la Bulgarie, entre la Turquie et la Grèce. Partout, entre la Turquie et la Grèce, c'est l'Union européenne qui l'a financé. Avec les crédits de Frontex. Ça marche alors? Parce qu'on se dit toujours, la géographie est vaste. Hein, les murs et les barrières, ça ne marche jamais. Les Américains en ont fait un avec le Mexique. Voilà, ça ne marche jamais totalement. Mais qu'est-ce que vous voulez faire d'autre aussi? Il faut se mettre à la place des gouvernements quand même. Hein. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Je pense que ce que ça révèle, c'est l'incapacité de l'Union européenne à se poser comme puissance politique au niveau mondial. On a affaire, depuis maintenant quelques mois, quelques années, à la plus grave crise de l'asile depuis la Seconde Guerre mondiale. Ça a été dit, il y a 2 millions
de réfugiés en Turquie, il y a le tiers de la population du Liban, le tiers de la population de Jordanie qui est composée de réfugiés, et on n'en voit que très peu qui viennent aujourd'hui. Le jour où ces pays s'effondrent, imaginons 20 millions de réfugiés en France ou 20 millions de réfugiés en Italie. C'est ça l'équivalent pour le Liban et la Jordanie. Et face à ça, l'Union européenne discute 32 000, comment on va les répartir, etc. Sans demander, comme on pourrait le faire, la réunion d'une conférence internationale où les pays qui ont une responsabilité dans la crise de l'asile, ceux qui sont intervenus militairement, depuis 15 ans, les États-Unis, l'Arabie Saoudite, l'Australie, il nous faut exiger un partage de la responsabilité au niveau mondial. Pourquoi ne le fait-on pas? Contrairement à ce que pensent beaucoup de Français, il faudrait plus d'immigration. Non, il faut partager cette responsabilité. Il faut demander aux États-Unis, au Canada, à l'Australie, à l'Arabie Saoudite. Vous avez vu l'Australie, eux, ils renvoient les bateaux, ils les renvoient chez eux. Ils ont été bombardés l'Irak et peut-être la Syrie, et après, ils nous laissent gérer les réfugiés. Donc, si vous voulez, il y a un moment où il faut que l'Union européenne, et si l'Union européenne ne veut rien faire, Monsieur Hollande, après tout, nous avons un siège au Conseil de sécurité, qu'on demande quelque chose. C'est plus compliqué que ça. C'est pas plus compliqué. Ça a été fait au moment avant la Seconde Guerre mondiale, avec malheureusement un échec à la conférence d'Évian. C'est du même niveau. On doit, le jour où... Mais il y a aussi une immigration économique. On nous dit qu'aujourd'hui, il y a 1 milliard de personnes en Afrique. Il y en aura 2 milliards, je crois, en 2050. Le jour où le Liban s'effondre. Que va-t-on faire? On dit à 1 milliard de personnes, prenez le bateau et changez de continent? Non, si jamais on dit il vaut mieux accueillir l'immigration, l'organiser plutôt que la subir. J'ai dit qu'il valait mieux accueillir. Non, mais qu'il fallait l'organiser plutôt que la subir. Non, il faut prendre des responsabilités, y compris économiques, militaires. Il faut aider la Jordanie, aider le Liban. Ça, c'est au niveau mondial que ça se décide. Mais alors, ceux qui donnent le plus d'argent pour les réfugiés syriens en Jordanie, en Turquie, au Liban, c'est l'Union européenne. Et voilà. Bon, et pourquoi les autres ne font rien? Alors, c'est elle qui le fait. Le problème, c'est que la politique migratoire reste du domaine des États. On voit très bien pourquoi, sensibilité de la question. Et au niveau européen, on partage tout ce qu'on peut partager. Aller aider ces réfugiés pour qu'ils restent sur place et qu'ils ne viennent pas chez nous. Vous avez raison sur l'aspect moral, il y a un vrai problème moral, mais aux États-Unis, ils ont le même débat au Congrès des États-Unis. L'année dernière, les Américains ont accepté 2000 réfugiés. 2000, vous voyez? Donc c'est ridicule. Donc partout dans le monde, cette mobilité inquiète, parce que les difficultés économiques, parce que les choses changent, et nous sommes, nous, l'aimant, parce que c'est quand même en Europe que les gens ont envie de venir. Il faut bien dire la vérité. L'Europe est la région du monde la plus accueillante en termes d'immigration? Absolument. Non seulement la plus accueillante, parfois trop sur le plan social. On n'en a pas parlé parce qu'il y a aussi le tourisme social. Il faut bien... Alors, la nouvelle loi vise un peu à assouplir justement les conditions d'accès aux soins, puisque dans la nouvelle loi qui est en débat à l'Assemblée nationale, autrefois, on ne pouvait pas donner de soins à une personne si les soins n'existaient pas dans son pays d'origine, et maintenant s'il n'a pas accès effectivement aux soins dans son pays d'origine. Ce qui veut donc dire, est-ce qu'on arrive à le chiffrer là? Il y a l'AP-HP, les hôpitaux parisiens, qui ont révélé la facture, une ardoise de plus de 100 millions d'impayés de la part d'étrangers qui viennent se faire soigner gratuitement en France. C'est comme en matière migratoire, si vous voulez, il y a deux catégories de personnes et il ne faut pas les mélanger. Il y a une immigration, une pression économique, sociale, des gens qui viennent du Maghreb pour se faire soigner en France. On connaît tout ça, il y a des excès, etc. Et on n'est pas assez sévère, je trouve, avec ces excès-là. Et de l'autre côté, il y a des gens en difficulté, qui fuient, qui demandent l'asile, qui fuient les conflits, qui arrivent avec des familles entières de Syriens, etc. Vous ne pouvez pas laisser un enfant sans son biberon, etc. Et ça, la tradition de la France. Et on a vu toute la difficulté. Vous avez vu cette scène épouvantable d'Angela Merkel. Il y a une petite Palestinienne qui lui demande alors est-ce que je vais rester ici? Et Angela Merkel lui répond gentiment mais oui, mais tu comprends bien qu'on ne peut pas accueillir tous les réfugiés palestiniens du Liban. Et la petite fille se met à pleurer et Angela Merkel est désolée, elle ne s'imaginait pas. Au fond, vous voyez cette sensibilité, d'ailleurs on la sent cette tension sur ce plateau, non? Voilà. Et on a un cœur et on a aussi peut-être des contingences, non? Je pense que c'est très important de distinguer l'immigration et les demandeurs d'asile, c'est-à-dire des gens qui fuient des persécutions et qui ont besoin de protection, et de gens qui cherchent simplement une vie meilleure pour eux et pour leur famille. Et donc c'est très important de ne pas mélanger les choses. Deuxième chose, est-ce que l'Europe est le continent, la région la plus accueillante? À la fois oui, parce que c'est elle qui attire le plus d'immigrés, c'est aussi la destination la plus meurtrière pour les migrants. Entre 2000 et aujourd'hui, plus de 22 000 personnes sont mortes
en tentant de gagner l'Europe. Parce qu'il y a beaucoup de candidats à l'exil que, évidemment, au final... C'est aussi parce qu'on ferme les frontières avec des murs et des clôtures, ce qui ne sert à rien en termes de flux migratoires, mais ce qui rend simplement l'immigration plus dangereuse et plus meurtrière. Et comme le disait Patrick Weil, ce triste exemple du mur à la frontière hongroise, il y en a d'autres, traduit en réalité l'absence totale de politique commune européenne en matière d'asile et d'immigration. C'est encore plus vrai au niveau mondial, mais même au niveau européen, il n'y a pas de politique commune d'asile. Chacun fait ce qu'il veut. Allez, on passe tout de suite aux questions Internet et SMS. Pourquoi l'élite de la France est-elle pour l'immigration alors que 70% des Français trouvent qu'il y a trop d'étrangers en France? Jean-Dominique Giuliani. Non. Je ne sais pas répondre à cette question. Je crois que l'élite n'est pas spécialement pour l'immigration. Peut-être que les politiques soient pour l'immigration, en tout cas. Je crois, en tout cas, qu'il y a... Au Café du Commerce, on n'entend pas forcément ce qu'on entend autour de ce plateau. Si non, si vous voulez, comme d'habitude, ce sont les excès, la mauvaise intégration, la concentration, le sort réservé aux Roms, par exemple, cette population sans territoire en Europe qui se promène partout, qui vit dans des conditions épouvantables et qui vient s'agréger sous le périphérique. C'est tout à fait inacceptable. On peut solliciter que la conversation de ce plateau ne soit pas des propos de Café du Commerce aussi, je crois. Mais si on peut prendre l'exemple des Roms. Oui, non, mais c'était péjoratif, Café du Commerce, d'accord. Voilà. Mais 70% des Français, ils sont quand même il y a du bon sens, non? Beaucoup de Français sont manipulés. Et je vais vous donner l'exemple des Roms. L'ancien président de la République, M. Sarkozy, dans un discours de Grenoble, a fait des attaques contre les Roms assez violentes. Bon. Il se trouve que, sous son mandat, la France a décidé d'offrir des primes de retour aux Roms, adultes et enfants, qui repartiraient dans leur pays d'origine. Nous étions le seul pays d'Europe à offrir cette prime. C'est parce qu'il y avait une pression populaire pour dire... Ça veut dire, monsieur, que ça a attiré les Roms vers la France. Parce que imaginez... Maladroitement, d'accord. Mais non, monsieur. Ça veut dire que quand vous pouviez repartir de France, après avoir passé quelques mois, l'été, avec 1 000 € qui vous permettaient de vivre toute l'année, eh bien, on a fait venir les Roms sous M. Sarkozy, et ensuite on les a attaqués, et on a, les 70% de Français, là, on les a chauffés contre les Roms qu'on avait fait venir. Donc vous voyez, il faut que les Français, sur les questions d'immigration, fassent attention aux manipulations dont ils font leur... On ne peut quand même pas dire que ce soit Nicolas Sarkozy qui avait la volonté, qui avait comme objectif, tiens, je vais faire venir des Roms. Il s'est mal pris. Bon, allez, question suivante. Il s'est tellement mal pris qu'il aurait dû ne pas manipuler le sujet. Les Français ne sont-ils pas de plus en plus racistes? Je pense qu'il y a un fossé, en tout cas, et ça rejoint la question précédente, il y a un fossé entre les réalités de l'immigration, les chiffres et les faits, et les perceptions de l'immigration par la population, qui sont souvent manipulées et qui souvent se fondent sur des a priori, parfois sur des mensonges, ou parfois sur de fausses données et des illusions. Ou parfois sur des données qu'on n'accepte pas de traiter suffisamment précisément. Je crois que si on avait, manifestement, on a évoqué de nombreuses données depuis tout à l'heure, je ne suis pas sûre, à l'issue du plateau, que ceux qui nous écoutent aient une idée précise de combien on a d'immigrés sur ce territoire. Si on a donné les chiffres, 200 000, vous nous avez dit que c'était très peu. Ça, ce sont les entrées. Oui, voilà. Il s'agit pas... C'est pas tant pour critiquer la qualité de notre débat, c'est pour pointer du doigt la difficulté d'avoir une vision précise et qui soit digeste pour le français lambda de ce qu'est la situation de l'immigration, avec des risques du coup d'amalgame sur quid, quelle association entre immigration et chômage, quelle association, on n'a pas parlé, entre immigration et délinquance. Mais est-ce que de façon plus basique, il n'y a pas une réaction épidermique quand on voit les 140 000 migrants arrivant sur les bateaux aux frontières italiennes aux 20h, au JT de 20h? C'est des images qui font peur. Voilà. C'est des images qui font peur. Et l'Auvergnat ou le Corse, il peut avoir, si on lui parle de l'installation de CADA, de centre d'accueil, grâce à ces images, il peut avoir peur. Arrêtez de parler des Corses. Vous étiez hier en Corse. Dans les Corses, il n'y a jamais eu de camp de concentration parce qu'on a un sens de l'honneur, de droit et de la loi bien supérieur à tout ce que... Ne stigmatisons pas en plus les Corses. Alors, le thème central de la campagne présidentielle sera-t-il l'immigration? C'est en tout cas un des sujets importants qui détermine notamment le vote des Français. Donc on peut imaginer que ça sera aussi un des sujets importants de la campagne. Oui. Mais est-ce que ça sera l'immigration ou l'intégration? Parce que vous voyez,
ce projet de loi dont on parle là, bon, il est au milieu du mois de juillet, bon, c'est des corrections à la marge. C'est pas une révolution de la politique d'immigration. Donc il y a quand même un relatif consensus entre la droite et la gauche sur la politique d'immigration. On se bouscule sur la durée des titres de séjour ou sur. C'est quand même pas. C'est une politique managériale. Voilà. Donc il y a quand même un gap énorme entre la violence du débat politique et finalement les marges et les différences de politique. Voilà. Vous l'avez dit tout à l'heure, partout en Europe, le thème de l'immigration s'introduit dans la politique. Ouais. On vient de le voir au Royaume-Uni, où finalement, même les eurosceptiques ne parlaient plus que d'immigration. Et d'ailleurs, s'ils veulent sortir de la Grande-Bretagne, c'est parce qu'ils sont persuadés que l'Europe leur amène de l'immigration. Voilà. L'une des raisons du Brexit. Notamment européenne. À tort ou à raison, mais voilà. Européenne. Bon. Absolument. Les migrants sont-ils comptés comme des chômeurs? Mais quand ils sont chômeurs, ils sont comptés. Ils sont comptés en situation régulière, ils sont comptés de la même façon que les Français. Et ils sont comptés, on sait combien il y a de chômeurs étrangers, bien sûr. Enfin, quand ils arrivent, en général, c'est difficile de trouver du boulot, en tous les cas de s'inscrire à Pôle emploi. Parfois parce qu'on leur interdit. Quand les demandeurs d'asile, jusqu'à la réforme du droit d'asile, avaient l'interdiction de trouver du travail pendant que leur demande d'asile était examinée. Qu'est-ce qui nous empêche de construire plus de centres d'accueil pour les migrants? L'argent. Et puis peut-être la réticence des maires. Il paraît que le maire de Pouilly en Auxerre, quand il a reçu un coup de fil de Paris en lui disant on va te construire un centre d'accueil dans ta ville. Non, mais c'est réticence et puis la peur absurde de ces appels d'air aussi. Non, je pense que, vous savez, l'État, en ce moment, tous les fonctionnaires le savent, il y a quand même des restrictions de ressources et qu'il faut trouver l'argent pour les construire. Alors, l'argent est européen. Les Républicains chiffrent à 1,5 milliard l'accueil d'euros, ils disent le quart de le budget de la justice. Voilà. Le coût de l'accueil des demandeurs d'asile. Non, c'est les chiffres. Et vous savez, je vais vous dire. Ça dépend ce que vous mettez dans l'assiette. Est-ce que vous mettez aussi là-dedans le coût des reconductions à la frontière qui atteint quasiment 800 millions d'euros par an? Vous savez, depuis 25 ans, depuis Michel Rocard, Premier ministre, on sait comment réduire le nombre de demandeurs d'asile. Il faut que les procédures soient plus rapides. Il faut que ceux qui ont besoin d'être protégés le soient rapidement et ceux qui veulent abuser de la procédure en soient dissuadés parce qu'elle est courte. Pour cela, il faut mettre des fonctionnaires dans l'administration et dans les cours d'appel pour que ça travaille plus vite. Mais comme la règle budgétaire vous empêche de faire de dire on donne de la flexibilité au nombre de fonctionnaires parce qu'il faut toujours fixer des règles, eh bien on n'y arrive pas. Non, mais Rocard, il disait plein de choses, mais là, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, même si la France doit en prendre sa part. Mais là, si vous voulez, on sait ce qu'il faut faire et on n'y arrive pas. C'est quand même incroyable. Encore une pseudo-loi pour faire semblant d'essayer de résoudre le problème, comme si les lois solutionnaient les problèmes. Il y a un peu de visée politicienne derrière cette loi qu'on fait remarquer, votée discrètement fin juillet. Parce qu'on a et une loi qui, finalement, est la continuation de la politique qui a toujours été menée depuis plus de 10 ans par des gouvernements et de gauche ou de droite, c'est-à-dire une politique strictement managériale de l'immigration. Mais pourquoi ne pas laisser les migrants passer librement en Angleterre? Céline Berton, je crois que c'est le maire de Calais qui souhaiterait menacer David Cameron de dire écoutez, hop, on les laisse passer. Parce que c'est la responsabilité de l'État d'assurer le contrôle de ses frontières et que, alors, ce serait une décision que le politique pourrait prendre, qui devrait assumer après au niveau international. Si l'Angleterre rentre dans Schengen, le problème est réglé. On ne peut pas reprocher à la Hongrie de mal contrôler ses entrées frontières ou à l'Italie de ne pas bien le faire et puis de nous laisser passer. Il y a un accord avec le Royaume-Uni. On a détruit Sangatte, qui était devenu un énorme taudis, contre un contrôle assumé par la police française des frontières que les Britanniques nous ont demandé. De la même manière, tous les trains qui partent de Bruxelles directement pour l'Angleterre, qui passent par Calais mais qui ne s'y arrêtent pas, sont contrôlés par la police belge à Bruxelles. Ils ont quand même un peu sous-traité leur contrôle aux frontières, les Britanniques. Ils ont bien joué, là. Écoutez, c'est le problème des insulaires, vous en parliez tout à l'heure. Il y a aussi, une fois que vous partez et que vous traversez la Manche, d'une manière ou d'une autre, vous êtes ou noyé ou sous le tunnel, donc il faut quand même un contrôle des deux côtés. Que ferons-nous quand nous serons confrontés aux vagues d'immigrants climatiques? Mais d'abord, aujourd'hui, il faut savoir que les dégradations de l'environnement, c'est aujourd'hui le facteur numéro 1 de déplacement de population dans le monde. Chaque seconde, il y a une personne qui est déplacée par une catastrophe naturelle. Aujourd'hui, ce sont des personnes qui se déplacent essentiellement à l'intérieur de leur pays, sur des distances de quelques kilomètres. Donc c'est un fantasme d'imaginer qu'on va être envahi en Europe. Écoutez, voilà, c'est quand même un fantasme. Les migrants dans le golfe du Bengale. C'est quand même un fantasme qu'on est envahi, vous voyez. Parce que même les bateaux, c'est impressionnant, mais c'est quelques milliers de personnes. Ce sont des choses qui n'existaient pas il y a 50 ans quand même. On n'est pas envahi.
On a des milliers, des dizaines de milliers d'arrivées, mais ce n'est pas une invasion. Donc, migrer n'est pas un acte facile. Il y a des obstacles économiques et réglementaires. Mais il y a beaucoup plus de gens qui meurent faute de pouvoir migrer que ceux qui vont migrer. Sans compter ceux qui meurent en migrant. 40 000 depuis 2000.